Les temps heureux étaient loin derrière, tandis que les âges des malheurs approchaient. Les elfes s'étaient installés dans les terres du Beleriand, mais c'était sans compter sur la perfidie du Seigneur Noir. Le déchaînement de violence n'était qu'à ses débuts, et les héros allaient affronter des épreuves bien plus difficiles à l'avenir. Avançant dans l'ombre, la menace des fils de Fëanor n'était pas écartée, alors que la malédiction pesait sur les habitants du milieu. Voici le récit de la destruction des grands royaumes elfiques, dont la terrible histoire de la chute de Gondolin. Vous êtes plus que bienvenus. Nous sommes fiers de nous battre à nouveau aux côtés des hommes. Cela faisait pratiquement 20 ans que les forces de Morgoth avaient brisé le siège d'Angband, poussant les elfes jusque dans leurs ultimes retranchements. Les alliés du milieu avaient constaté la puissance des orques menés par le terrible dragon Glaurung et ses légions de Balrog qui l'accompagnaient dans cette violente guerre. Une grande partie du nord du Beleriand échappait désormais au contrôle des Noldor. Le retour de Beren et Lúthien redonna l'espoir au clan Noldor. Morgoth n'était pas invulnérable et Maedhros, l'un des fils de Fëanor, comprit qu'ils n'avaient aucune chance s'ils étaient tous incapables de s'unir. Ainsi, il décida de rassembler autour de lui un maximum de seigneurs, héros et guerriers et créa l'Union de Maedhros. Il ne fut pas rejoint par les elfes Sindar de Doriath, où le roi Thingol conservait le Silmaril que lui avait offert Beren. Maedhros lui demanda de lui restituer le joyau de son père au nom du serment qu'ils avaient prononcé, mais Thingol refusa alors que son épouse Melian lui conseillait de donner le Silmaril pour sauvegarder la paix. Thingol fut pris de colère devant cet ordre que lui donnaient les fils de Fëanor, estimant leurs paroles orgueilleuses. À chaque fois qu'il regardait le joyau, son envie de le conserver indéfiniment grandissait, car tel était le pouvoir de ces pierres lumineuses. Celegorm et Corufin, deux autres fils de Fëanor, se montrèrent particulièrement virulents en voyant Thingol leur refuser cela, et ils jurèrent de revenir tuer le roi une fois qu'ils auraient triomphé de la guerre contre Morgoth. L'union de Maedhros fut complétée par l'arrivée de nains venus du Belegost, d'Orianto menés par Bor et Ulfang, des hommes dirigés par Haldir, Húrin et Huor, de Maglor et Caranthir, deux autres fils de Fëanor, sans oublier le haut roi des elfes Noldor, Fingon, qui agissait comme commandant aux côtés de Maedhros. L'armée était alors divisée en deux groupes, celui de l'ouest sous la bannière de Fingon et celui de l'est dirigé par Maedhros. Morgoth fut averti de cette arrivée de la grande armée et il eut le temps de se préparer à affronter les troupes venues lui faire face. La tactique de Maedhros consistait à venir faire front par l'ouest et l'est pour se présenter devant Angband, forçant le Seigneur Noir à sortir de sa forteresse pour les affronter. Ce serait à ce moment précis que l'armée de Fingon déboulerait du col d'Ithlum pour prendre à revers les forces du mal et l'encercler entre le marteau de l'ouest et l'enclume de l'est pour annihiler les forces du mal. Alors qu'ils se présentèrent devant la forteresse pour affronter leur destin en l'an 472 du Premier Âge, les hommes alertèrent Fingon qu'une armée se présentait derrière eux. C'était le roi de Gondolin, Turgon, qui avait eu vent de l'union de Maedhros et qui voulait participer à la bataille, ramenant près de 10 000 combattants aux forces elfes. Un allié inattendu, mais qui fut accueilli avec joie par les alliés. La bataille se déclencha comme l'avait prédit Morgoth, et il envoya d'abord ses porte-voix pour narguer et attiser la haine chez les elfes. Les troupes de Fingon se ruèrent dans la bataille sans attendre leur heure, alors que les soldats de Maedhros avaient été induits en erreur par une partie des Orientaux à la solde de Ulfang, qui avait répandu de mauvaises informations pour les tromper. L'armée de Fingon, gagnée par la rage, parvint à repousser les légions orques et s'avança jusqu'aux portes de la forteresse d'Angband. Turgon chargea de son côté et arrive à faire une percée dans les armées ennemies. Au 4e jour de la bataille de Nir Naeth Arnoediad, la bataille des larmes innombrables, tout le monde pensait que Morgoth serait défait et que la victoire tendait les bras à l'union de Maedhros. Ce fut le moment opportun pour le Seigneur Noir qui lança dans la bataille toutes les forces qu'il gardait précieusement dans les profondeurs d'Angband.
Des légions entières d'orques, des loups montés ou lâchés en meute, des balrogs commandés par le seigneur Gothmog en personne, des dragons par dizaines, accompagnés par Glaurung le Terrible, qui avait grossi par rapport à sa dernière incursion au Beleriand. Ce fut le signal pour les orientaux proches de Ulfang qui se retournèrent contre Maedhros et qui l'attaquèrent alors qu'ils luttaient côte à côte jusque-là. L'autre clan orientaux mené par Bor resta fidèle au fils de Féanor et ils parviennent à mater les traîtres, bien que n'échappant pas aux légions de l'infâme Seigneur Noir. Glaurung s'avançait face au fils de Féanor et c'est alors que les nains, galvanisés par leur seigneur Azaghal, décidèrent de protéger les elfes qui faisaient face à des assauts répétés. Les nains avaient de grandes armures qui les protégeaient bien mieux face au feu et ils avaient des masques qui leur conféraient un aspect effrayant sur le champ de bataille. Azaghal blessa le dragon Glaurung au ventre lors d'un grand combat, mais il ne put finalement sortir vainqueur de ce duel. Les autres dragons se retirèrent pour protéger leur chef, tandis que les nains survivants emportèrent le corps d'Azaghal en chantant des chants funèbres sans tenir compte des affrontements alentour. À l'ouest, Turgon et Fingon furent encerclés par les troupes du Balrog Gothmog. Le haut roi des elfes se retrouva seul face au seigneur des Balrogs, tandis que ses gardes royaux étaient massacrés. C'est alors qu'un autre Balrog vient par derrière, lui lança un fouet de flammes, ce qui profita à Gothmog qui abattit sa hache noire sur le roi. La vie du haut roi des elfes s'acheva ce jour, tandis que les Balrogs piétinaient le corps de Fingon et ses bannières. Turgon suivit le conseil de Húrin qui lui conjura de fuir la bataille car Gondolin serait l'ultime espoir des elfes face à Morgoth. Turgon se fraya un chemin avec ses troupes survivantes vers le sud en direction de son royaume, pendant que Húrin et Huor faisaient barrage aux troupes orques et balrogs. Toutes les cohortes d'Angband s'abattirent sur eux. Huor tomba tué par une flèche empoisonnée qui lui transperça l'œil, alors que tous les humains et orientaux restés à leur côté étaient massacrés. Húrin était le dernier debout, et il prit sa hache encore fumante puis se rua sur les troupes de Gothmog. Il tua 70 guerriers avant de se faire capturer sur les ordres de Morgoth et fut traîné jusqu'à Angband sous les insultes et railleries des orques, contemplant le champ de bataille rempli de cadavres de ses alliés tombés au combat. La bataille prit fin à cet instant et le triomphe du Seigneur Noir était grand. Il avait réussi à pervertir le cœur des hommes avec la trahison des orientaux, fiers d'avoir vu des hommes tuer d'autres hommes et des elfes, et ceux qui auraient dû s'unir contre lui étaient à présent désunis par la peur. Le royaume de Fingon n'existait plus, et la disparition du haut roi des elfes laissa la couronne échoir jusqu'à Turgon. Morgoth était satisfait de sa victoire, mais toutefois frustré à l'idée de ne pas avoir réussi à capturer Turgon. Il se souvint alors que lorsqu'ils étaient tous les deux à Valinor, à chaque fois qu'il s'approchait de Turgon, une ombre planait sur lui. Morgoth craignait le plus cet elfe car il pensait que sa ruine viendrait de lui. Suite à leur défaite, les fils de Féanor erraient sur la terre du milieu sans leur force d'autrefois, abattus par la terrible désillusion de la bataille. Morgoth en profita pour envoyer des orientaux harceler des humains restant au Beleriand, tandis qu'il fit fondre une grande armée sur les cités côtières du Havre des Phalas en l'an 473 du Premier Âge, forçant les seigneurs Gil-galad et Círdan à fuir loin d'ici pour fonder une nouvelle cité avec les havres du Sirion. Satisfait de ces destructions, le Seigneur Noir fait venir Húrin devant lui pour le maudire alors que ce dernier résistait à ses tortures, refusant de lui donner le secret pour accéder à Gondolin. Il le fit installer sur un siège de pierre du haut du Thangorodrim et usa de magie pour qu'il ne puisse plus quitter ce fauteuil, le forçant à contempler la destruction de tous les êtres chers qu'il chérissait. De ce promontoire, il put constater l'ascension et la déchéance de son fils Túrin, qui alla tantôt chez le roi Thingol, tantôt avec une bande de hors-la-loi, pour finalement arriver dans la cité de Nargothrond, où il deviendra un des grands capitaines de la cité. Des années plus tard, en l'an 495 du Premier Âge, des elfes envoyés par Círdan se présentèrent devant Nargothrond et demandèrent à parler au roi Orodeth. Ils lui racontèrent qu'une armée orque se rassemblait au nord et qu'elle semblait prendre la direction de leur royaume. Ces envoyés conjurèrent le roi de fermer les portes de sa cité et de détruire le pont pour y couper tout accès. Mais Túrin n'écouta pas les mises en garde des deux émissaires et il proposa au roi Orodeth d'avancer à l'encontre de cette armée. Tous ignoraient que le dragon Glaurung était à la tête des troupes. Les guerriers de Nargothrond s'avancèrent sur la plaine et Túrin était sûr de sa victoire. La désillusion fut totale. L'armée elfe est massacrée par les hordes de Morgoth lors de la bataille de Tunhalad.
Le roi et les princes périrent, Túrin parvient à s'enfuir et alors qu'il battait en retraite vers la cité, il ordonna la destruction du pont, mais la structure était beaucoup trop solide et ils n'arrivèrent pas à détruire le pont tandis que Glaurung s'avançait vers eux. Túrin arrivait en vue de Nargothrond et il vit la cité en feu. Le dragon avait fait jaillir des torrents de flammes, détruisant les portes et ouvrant la voie au pillage. Túrin fut pris de rage et il se tailla un chemin jusqu'à l'entrée de la ville en feu. C'est alors qu'il vit s'approcher Glaurung qui le salua avant de lui lancer un duel à mort. Le dragon ouvrit tout grand ses yeux de serpent et Túrin le regarda sans broncher avant de se figer comme paralysé. Le dragon parla encore pour le provoquer alors que les prisonniers étaient emmenés par les orques. Finalement, le dragon fut pris d'une étonnante pitié pour Túrin et il le libéra de son emprise en lui conjurant de ne plus jamais revenir ici. Glaurung fit écrouler l'accès à Nargothrond, récupéra les richesses de la cité qu'il amassa dans une partie de la forteresse en ruine avant de se reposer sur son trésor lâchement acquis. Túrin se lança à la poursuite des orques afin de sauver la fille du roi, la ravissante Findulas, mais il apprit une bien triste nouvelle. Findulas avait été exécuté avec les autres prisonniers par les orques alors qu'ils étaient tombés dans un guet-apens. Pendant 3 ans, Túrin erra dans les terres du Beleriand, se liant d'amitié avec les clans humains et il décida finalement de revenir vers le dragon pour prendre sa revanche. Glaurung se faisait appeler le roi dragon et il gouvernait les terres environnantes des ruines de Nargothrond en voyant des orques harceler leurs voisins. Túrin lui tendit un piège et il attendit que le dragon s'aventure hors de la cité dans un défilé de roches. Tapi dans l'ombre, il lui planta son épée dans le ventre. Le dragon se tordit de douleur, arracha l'épée des mains de son adversaire alors qu'elle s'enfonçait encore plus profondément dans son ventre. Glaurung était étendu au sol et Túrin s'approcha pour retirer l'épée tout en se moquant du dragon. Dès qu'il arracha l'épée, un flot de sang jaillit et le poison se mit à le brûler. Túrin tomba dans un profond sommeil pour se réveiller beaucoup plus tard et la suite de son histoire sera bercée d'une sombre tragédie qu'il conviendra de raconter une fois prochaine. Revenons plutôt sur Morgoth qui, pendant ce temps, apprit la disparition de son cher dragon Glaurung en l'an 499 du Premier Âge. Il décida de libérer Húrin alors qu'il avait laissé contempler la mort de ses enfants. L'homme était méconnaissable après tant d'années passées en captivité et il déambula dans le Beleriand sans savoir qu'il était épié par les orques. Húrin se présenta devant l'ancien passage secret qu'il avait emprunté autrefois, mais il ne trouva qu'un amas de pierres. L'accès à Gondolin lui était interdite et il rebroussa chemin malgré ses appels au roi. Morgoth souriait car il savait désormais où était située Gondolin, bien que n'ayant pas trouvé son accès. Húrin continua son périple et se rendit à Nargothrond pour reprendre possession des richesses laissées suite à la mort du dragon Glaurung. Il sortit de la cité en ruine avec un seul objet, puis se rendit cette fois-ci chez le roi Thingol à Menegroth. Emmené devant le roi, ce dernier le reconnut et l'accueillit avec joie dans sa cité. Ce fut l'occasion saisie par Húrin pour sortir l'objet qu'il avait emporté lors de sa quête, le Nauglamir, le collier des nains offert en cadeau au roi Finrod de Nargothrond. Il l'offrit au roi elfe pour le remercier d'avoir pris soin de ses enfants pendant sa captivité, puis se retira et on dit qu'il alla se jeter dans la mer à l'ouest. Ainsi disparut l'un des plus grands guerriers de cet âge. En l'an 502 du Premier Âge, Thingol proposa aux nains présents dans sa cité de sertir le Nauglamir, chef-d'œuvre des nains, avec le Silmaril qu'il possédait, le chef-d'œuvre des elfes. Les nains furent émerveillés par la beauté du joyau, et bien qu'ils soient envieux, ils enfouirent leurs pensées au plus profond d'eux. Thingol apparaissait de plus en plus corrompu par le pouvoir du Silmaril, et il ne tolérait pas que les nains puissent toucher cette création plus que nécessaire. Il exigea le Nauglamir pour le porter, mais les nains s'offusquèrent car il s'agissait d'un cadeau fait à Finrod qui était décédé. Ils estimaient que Thingol ne l'avait pas mérité car il l'avait reçu des mains de Húrin qu'il avait récupéré dans les ruines de Nargothrond. Mais Thingol vit qu'il ne s'agissait que d'un prétexte pour emporter le Silmaril et il parla violemment aux nains avec un ton méprisant en leur ordonnant de partir sans rien. Les nains, vexés par l'attitude du roi, se jetèrent sur lui et le tuèrent dans les cavernes de la cité. Thingol, roi de Doriath, s'éteint dans la confusion la plus totale, assassiné par les nains dans sa propre capitale. Les nains prirent le Nauglamir et s'enfuirent dans les bois avant de se faire rattraper par les troupes elfes qui tuèrent la grande partie des fuyards, excepté 2 nains qui parviennent à retourner chez eux, mais sans le collier. Melian, l'épouse du roi, resta près du corps de Thingol en pleurant.
Elle sentait que son pouvoir déclinait, car bien qu'étant une Maya issue de la race des nobles Valar, elle ne pouvait contenir son chagrin. Le royaume de Doriath était à présent sans défense. La reine confia le Silmaril à Mablung, capitaine des gardes, puis lui conseilla de prendre contact avec Beren et Luthien, et elle décida de quitter le royaume pour s'en retourner auprès des Valar à Valinor. Le clan des nains de Nogrod se lança dans une folle quête de vengeance pour récupérer le collier. Ils arrivèrent devant les portes de Ménégros, forcèrent le passage et entrèrent dans le royaume des elfes. La bataille des 1000 cavernes qui s'y déroula fut tristement célèbre pour les massacres perpétrés. Mablung fut tué, le Nauglamir et le Silmaril furent récupérés, les trésors de Thingol pillés et la cité de Ménégroth réduite à l'état de ruine par la fureur des nains. Beren arriva tardivement avec ses troupes et se mêla à la bataille, parvenant à tuer dans les bois un grand nombre de nains et surtout le seigneur de Nogrod, à qui il reprit le Silmaril. Il lava la pierre ensanglantée dans un fleuve et décida de jeter le trésor de Doriath pour ne pas qu'il suscite de nouvelles convoitises. Beren offrit le Nauglamir à son épouse Luthien, qui était bien triste de constater que ce collier était entaché d'autant de malheurs. Devenu héritier après la disparition de Thingol, leur fils Dior s'en alla à Ménégroth pour rassembler les elfes Sindar qui étaient endeuillés par tous les maux subis. Il fut accueilli avec joie par les Sindar, devient leur roi et entreprit de faire renaître le royaume de ses cendres. Plus tard la même année, en l'an 503 du premier âge, un elfe vient lui apporter le collier toujours serti du joyau et il comprit que ses parents, Beren et Luthien, s'en étaient allés, rappelés tous les deux par leur condition de mortels. Les 7 fils de Fëanor eurent vent que Dior portait le Silmaril et lui demandèrent la restitution du joyau au nom de leur serment. Dior ne leur fit pas réponse, déclenchant la fureur des fils de Fëanor. Ils se présentèrent à son royaume en l'an 506 du premier âge, déclenchant le deuxième massacre fratricide où des elfes massacrèrent des elfes. Dior parvient à terrasser Celeborn en duel, tandis que Curufin et Caranthir périrent eux aussi. Le roi Dior meurt sous les coups portés, mais les 4 fils de Fëanor survivants n'eurent pas gain de cause puisque Elwing, la fille de Dior, s'enfuit à Sirion chez Gil-galad avec le Silmaril. À Gondolin, la nouvelle des massacres à Doriath arrive jusqu'aux oreilles du roi Turgon. Ce dernier apprend la mort du roi Thingol massacré par des nains, mais aussi le deuxième massacre fratricide perpétré par les fils de Fëanor. Le roi interdit à ses sujets de quitter la montagne, de peur que le verrou entourant Gondolin ne saute, car l'œil du perfide Morgoth n'était pas bien loin. Tous ignoraient que le Seigneur Noir était en train de préparer une gigantesque armée en vue d'un assaut démentiel. Nulle créature n'osait pénétrer dans les montagnes, car les aigles de Manwë étaient encore présents pour assurer la sécurité de Gondolin. Idril, la fille du roi et épouse de Tuor, sentait toutefois que les ténèbres étaient en marche, et elle fit préparer un passage secret sous la ville qui ressortait hors des murs en direction des montagnes. Maeglin, toujours amoureux d'Idril en secret, s'amusait quant à lui à braver l'interdiction du roi et à se promener hors des montagnes. Il fut capturé par des orques en l'an 509 du premier âge, puis conduit devant Morgoth qui le tortura. Son esprit fut facilement brisé et il révéla en échange de sa vie le passage pour entrer dans Gondolin. Morgoth lui promit qu'il régnerait sur Gondolin comme son vassal et qu'il pourrait aussi épouser Idril, la fille du roi. La haine profondément ancrée dans le cœur de Maeglin eut raison de son amour pour le peuple de Gondolin. Morgoth le renvoya dans la cité en lui disant de préparer le terrain avant sa venue. L'année suivante, soit en l'an 510 du premier âge, Morgoth déversa ses balrogs, orques, loups et dragons sur la cité. L'armée arriva de nuit au moment où tous les habitants étaient en train de célébrer la fête de la porte de l'été. Mais ce ne fut pas le soleil qui vint, mais bien une grande horde fumante qui se massa très vite sous les remparts. Les portes cédèrent, laissant déverser un flux incessant d'ennemis qui massacrèrent tout ce qui se dressait devant eux. Maeglin profita de la panique puis chercha à s'emparer d'Idril et de son fils Eärendil, mais il fut rattrapé par Tuor qui le poussa hors du mur après un long combat, réalisant par la même occasion la malédiction qu'Éol, l'elfe noir, avait prononcée à l'égard de son fils Maeglin des années plus tôt. Ectelion organisa la résistance dans les rues de la cité, parvenant à tuer de nombreux généraux orques, mais aussi 3 balrogs, ce qui relève d'un exploit, et Tuor utilisait sa hache de guerre et arrive à se débarrasser de pas moins de 5 démons de flamme, prouvant sa valeur au combat.
Le seigneur des Balrogs, Gothmog, se présenta devant la tour du roi et il fut opposé au gardien de la grande porte, Ectelion, affaibli par ses nombreux combats. Le duel s'engagea entre les deux adversaires et tous pensaient qu'Ectelion perdrait. Alors qu'il pensait faire face à son destin, il fonça sur le Balrog tête la première et planta la pointe de son casque dans le cœur du démon. Le monstre hurla de douleur et les deux adversaires s'agrippèrent puis basculèrent dans la fontaine du roi où ils furent tous les deux engloutis par le fond sans fin. Le vaillant Ectelion et le terrible Gothmog furent parmi les nombreux héros à tomber dans la bataille. Les soldats de Gondolin regagnèrent de l'espoir en voyant la mort du Balrog et ils furent tous galvanisés par l'appel du roi. Tuor et Turgon étaient tous les deux près de la fontaine, défendant la cité coûte que coûte. Le roi Turgon refusait d'abandonner son palais et il périt lui aussi en défendant les siens depuis la tour du roi. Les fracas des fouets des Balrogs et les flammes des dragons eurent raison de la grande tour blanche qui s'écroula alors que le roi était à l'intérieur à défendre son palais. Avec sa disparition, l'épée légendaire du roi, Glamdring, disparaît elle aussi et elle ne réapparaîtra pas avant des milliers d'années au fin fond d'une caverne de trolls trouvée par le plus grand des hasards par le magicien Gandalf le Gris. La cité était en feu, les morts se comptaient par dizaines de milliers dans les deux camps. Tuor et Idril rassemblaient ceux qu'ils rencontraient et s'enfuirent de Gondolin par le passage secret. Le chemin dans les montagnes était étroit et des orques étaient postés en sentinelle sous le commandement d'un Balrog. Glorfindel, un des hauts elfes de Gondolin, s'interposa entre le Balrog et les fuyards pour permettre aux réfugiés de passer. Ce fut là une terrible épreuve et les deux adversaires s'entretuèrent en tombant l'un avec l'autre dans le précipice. Les aigles arrivèrent trop tard pour sauver Glorfindel, mais ils firent gagner du temps pour sauver un maximum de citoyens de Gondolin. Les rescapés de la chute de la cité étaient conduits par Tuor, errant sans savoir vraiment où aller. Idril, accompagné par son jeune fils Earendil, sont envoyés auprès de Gil-galad à l'embouchure du Sirion. Ce dernier eut vent de la destruction du royaume de Gondolin et il fut proclamé haut roi des elfes Noldor en lieu et place de Turgon. Morgoth était satisfait de la destruction du grand royaume elfique de Gondolin, mais aussi de ceux de Nargothrond et d'Oriath. Il n'était finalement pas si attristé que cela d'avoir perdu un des 3 Silmarils des années plus tôt, car il sentait la destruction des elfes proches. Il attendait son heure en riant depuis sa forteresse, préférant laisser la malédiction du serment des fils de Fëanor s'abattre sur les elfes rassemblés à l'embouchure du Sirion. Ulmo, dieu des océans, s'en alla à Valinor pour demander aux Valar d'intervenir en Terre du Milieu et de pardonner aux elfes Noldor car ils souffraient des maux terribles face au courroux de Morgoth. Manwë de Boujapa, se référant aux sages qui avaient annoncé la venue d'un seul être qui serait capable de suffisamment les émouvoir pour qu'ils interviennent contre leur ennemi commun. Nous étions en l'an 511 du Premier Âge et rien ne laissait présager ce qui allait se produire par la suite. Soyez assurés que le prochain récit permettra d'offrir la conclusion tant attendue au récit des temps anciens, avec les dernières années du Premier Âge du Soleil et de la Lune, marquées par la terrible guerre de la Grande Colère. Soyez attentifs si vous continuez votre chemin en Terre du Milieu et bonne route à vous chers voyageurs. Namarie nai autuvatie ala cc.